Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eh ben, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Ah oui? Eh ben, je te pisse au cul. Je suis trop vieux pour ces conneries. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Shoot, votre podcast qui parle du cinéma d'action en tout genre. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film grandiose, un film monstrueux, Pacific Rim de Guillermo del Toro, un film qui mélange kaiju, monstre géant japonais et mecha. Bien sûr, pour parler de ce film, je ne suis pas tout seul, je suis toujours accompagné du fabuleux, du grand, du brillant, du chromé comme les robots de Pacific Rim, Max. Salut mon cher Quentin, une bien belle présentation, je vous en remercie, salut à tous. Avant de se lancer dans ce podcast, on va comme d'habitude s'écouter une petite bande-annonce. Nous avions toujours pensé que la vie extraterrestre viendrait des étoiles. Mais elle a surgi des profondeurs de l'océan. Qu'est-ce qui se passe? Le premier kaiju était sorti de l'eau à San Francisco. La deuxième attaque avait frappé Manille. Puis la troisième frappa Cabo. Nous avons compris que ça ne s'arrêterait pas. Pour combattre des monstres, nous avons créé nos propres monstres. Il nous fallait une nouvelle arme. Le programme Jaeger était né. Deux pilotes, nos cerveaux, nos souvenirs, connectés. Et l'homme et la machine ne font plus qu'un. Aujourd'hui, aux limites de l'espoir, à la fin de notre temps, nous avons choisi de croire les uns en les autres. Aujourd'hui, nous affrontons les monstres qui sont à notre porte. Aujourd'hui, nous neutralisons l'apocalypse. Ça, c'est drôlement cool. Pacific Rim. Et voilà, c'était la bande-annonce de Pacific Rim, donc comme je l'ai dit plutôt, film de Guillermo del Toro, sorti en 2013, produit par Legendary Pictures, et un film quand même qui fait 2h11 minutes de kiff, j'ai envie de dire. Ouais, du pur plaisir, du pur fun par notre ami Guillermo. Alors, dans ce podcast, comme d'habitude, on va revenir sur beaucoup de choses, on va revenir faire une petite présentation de Guillermo del Toro, parce que c'est la première fois qu'on va parler de ce réalisateur, et que c'est un réalisateur qui est quand même important dans le paysage cinématographique mondial, quelqu'un qui a fait des films assez incroyables. On va revenir bien sûr sur la production du film, on va parler du film plus en détail, et on finira par
des petites recommandations comme d'habitude. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de vous pitcher le film. La bande-annonce est quand même assez explicite là-dessus. Vous comprenez l'essentiel de l'histoire, donc des monstres qui viennent du Pacifique, qui ravagent en fait différentes villes. L'humanité essaye de riposter tant bien que mal, décide de lancer un nouveau programme, le programme Jaeger, qui consiste en la collaboration entre tous les pays du monde, faire converger les ressources pour construire des robots énormes qui font à peu près 25 étages et qui sont gérés par des pilotes. Au début, il y a des tests qui sont faits avec des pilotes seuls. Le problème, c'est que l'esprit humain n'est pas assez résistant pour pouvoir gérer le pilotage d'un de ces Jaeger, et ils mettent en place un nouveau système neuronal où 2 pilotes sont mis ensemble pour piloter un robot, et les 2 partagent en fait leurs souvenirs, leurs émotions, tout ça, et plus le lien entre les pilotes est fort, plus la confiance est forte, plus ils réussiront à piloter le Jaeger facilement, à pouvoir bien combattre ces monstres. Le film, c'est un film qui va aller très loin dans son world building, on en parlera peut-être plus tard. C'est un film qui n'essaye vraiment pas de cacher quoi que ce soit à son public. On découvrira d'où viennent les monstres, pourquoi ils viennent. Ça, bien sûr, on ne le dira pas dans le podcast pour éviter de spoiler, mais vous avez vraiment là l'ensemble du pitch et de quoi raconte le film. Du coup, ce bon vieux Guillermo, il ne vient pas de nulle part, il a un background, comme dirait DJ Snake. Et mon cher Quentin, dis-nous en plus sur son origin story. Alors, Guillermo del Toro, donc si vous ne connaissez pas l'homme qu'on appelle The King of Monsters, donc c'est un homme qui est né au Mexique, à Guadalajara. Guillermo del Toro, c'est quelqu'un qui se passionne très vite pour le cinéma, pour le fantastique, l'horreur, les mondes de l'imaginaire. Déjà à 8 ans, comme beaucoup d'autres réalisateurs de sa génération, c'est quelqu'un qui va tenter des choses, qui va emprunter la caméra Super 8 à l'époque de son père pour commencer à réaliser des petits courts-métrages, des petits films avec tout ce qui lui passe par la main, notamment des jouets, La Planète des Singes. Déjà à l'époque, on note une certaine appétence pour des monstres, des personnages un peu bizarres qui ne ressemblent pas forcément à des humains. Et c'est quelqu'un qui va faire ses études au Mexique. C'est quelqu'un qui va être très passionné par les différents aspects de la création. C'est quelqu'un qui dessine, c'est quelqu'un qui va avoir une certaine fascination pour les effets spéciaux, pour les maquillages. Il fera ses études au Centre de recherche et d'études cinématographiques de Guadalajara. Et c'est à travers cet institut qu'il va commencer à faire ses premières armes, à écrire ses premiers scénarios. C'est déjà en 1984, quand il rentre dans cette école, qu'il va commencer à écrire un film dont on reparlera un peu plus tard, et c'est quelqu'un qui va commencer à essayer de faire des films. Il va produire déjà 2 courts-métrages en 85 et 87, les courts-métrages Donia Lope et Geometria, qui sont déjà des courts-métrages qui témoignent d'un certain charme pour le milieu de l'horreur, le milieu du fantastique, qui abordent déjà une patte propre à Del Toro sur des thématiques qui lui sont chères, des thématiques sociales, et c'est assez fascinant. Je vous invite à aller les voir si jamais vous ne les avez pas vus. Et c'est quelqu'un qui va commencer à faire son petit bonhomme de chemin alors qu'il est en train de préparer ses premiers films. Il va se rendre compte qu'il y a un métier qu'il aimerait bien apprendre, c'est le métier de maquilleur d'effets spéciaux. Dans les années 80, alors qu'il subit un accident de moto et qu'il reste alité pendant plusieurs semaines, il va s'inscrire à un cours par correspondance d'un certain Dick Smith. Dick Smith, si vous ne le connaissez pas, c'est un monsieur qui aujourd'hui nous a quittés, qui est mort en 2014 à l'âge de 94 ans, qui est assez important dans le milieu du cinéma, du maquillage et de la supervision d'effets spéciaux. Il a travaillé sur des films assez connus, je vous en cite quelques-uns comme Macadam Cowboy, Le Parrain, L'Exorciste ou même Amadeus, pour lequel il aura un Oscar. C'est un peu une référence dans le maquillage d'effets spéciaux et ça va devenir un des premiers mentors de Guillermo del Toro. Avec déjà ce premier background, del Toro, il va commencer à monter une société qui s'appelle Necropia, une société qui se spécialise dans les effets spéciaux, et Del Toro travaillera avec cette société comme superviseur d'effets spéciaux, comme maquilleur pour des films, et c'est via cette société qu'il va commencer à faire ses premiers pas dans la réalisation, parce que à travers du coup déjà le succès dans certains festivals de ses courts-métrages et via sa société d'effets spéciaux, il va faire la rencontre d'un certain Alfonso Cuarón.
Alfonso Cuarón, vous le connaissez peut-être pour quelques films comme par exemple Gravity, Les Fils de l'Homme, rien que ça. Et c'est via l'intermédiaire de Alfonso Cuarón que Guillermo del Toro va intégrer une série télé espagnole qui s'appelle La Hora Marcada. C'est une série d'anthologie de science-fiction d'horreur. C'est un peu l'équivalent des Contes de la Crypte ou de la 4e dimension en Espagne. Et c'est une série sur laquelle del Toro travaillera sur les effets spéciaux. Il écrira 4 épisodes, il en réalisera aussi 5, et ça va déjà être une première porte d'entrée dans la réalisation pour ce jeune homme. Avec ce début de carrière, del Toro va commencer à vouloir réaliser ses premiers films. Et au début des années 90, il commencera à produire un film, son premier long métrage, Omnivore. Omnivore, c'est un film de science-fiction, horreur, c'est un film d'animation stop motion, et c'est un film que vous ne connaissez peut-être pas, pour une raison très simple, le film n'a jamais vu le jour. Omnivore, c'est le premier d'une très longue liste de films, de projets abandonnés dans la carrière de del Toro. C'est un film sur lequel il consacrera beaucoup de temps, et notamment il confectionnera lui-même, avec l'aide de son frère, il me semble, la confection de 120, une centaine de marionnettes en argile, des décors, et quelques jours seulement après le début de la production et du tournage du film, le studio où était entreposé tout le matériel va être cambriolé et tout simplement saccagé. Les personnes qui se seront introduites dans le studio vont tout simplement détruire toutes les maquettes, les décors et tout ce qu'ils ont trouvé, ce qui va profondément affecter del Toro, qui abandonnera tout simplement le projet et qui décidera de se lancer dans un nouveau projet, un film en prise de vue réelle, qu'il avait déjà écrit il y a quelques années plus tôt, en 84, et là on revient du coup sur ses débuts, un film qui va devenir son premier vrai long métrage, Chronos. Chronos, c'est le tout premier film de Guillermo del Toro. C'est un film qui est déjà empreint des différentes thématiques qui jalonneront le cinéma de ce cher réalisateur mexicain, telles que la fascination pour l'horreur, pour des mythes fantastiques, pour l'enfance. C'est un film, tout simplement, on pourrait le décrire comme un film qui réutilise la figure du vampire. On va suivre un antiquaire qui va tomber un peu par hasard sur une espèce de mécanisme en forme de scarabée étrange qui, quand il va le mettre sur sa main, en fait, va le transpercer sa chair et lui injecter un venin qui va le rendre plus ou moins immortel, qui va lui rendre sa jeunesse, sa vigueur, mais avec laquelle il va développer une addiction au sang. Il va se passer plein de choses, je vous laisse découvrir le film si ça vous intéresse. Le film est très intéressant et c'est un film qui va déjà avoir un petit succès déjà à l'époque pour del Toro dans différents festivals, et c'est un film qui va lui permettre de se faire remarquer par d'autres studios, notamment des studios américains. Juste pour rester sur Chronos, c'est un film assez intéressant parce que ça va être deux rencontres qui vont être un peu importantes pour del Toro. Déjà, ça va être la rencontre d'un de ses chefs opérateurs avec lequel il retravaillera sur plusieurs films, Guillermo Navarro, qui collaborera avec del Toro sur Les Chines du Diable, les 2 Hellboy, Le Labyrinthe de Pan, ou encore le Pacific Rim qui nous intéresse aujourd'hui. Et ça va aussi être la rencontre avec un acteur qu'on verra dans plusieurs de ses films. Je parle bien sûr de Ron Perlman. Alors Chronos, comme je vous l'ai dit, c'est un film qui a intéressé beaucoup de gens. Petite anecdote, certains studios se sont portés intéressés pour faire un remake américain, notamment le studio Universal. Guillermo del Toro rentrera en contact et ira voir les gens de Universal qui lui diront qu'ils avaient très envie d'acheter le pitch de son film et les droits pour pouvoir produire un remake américain. Del Toro refusera catégoriquement. En fait, del Toro, il était allé les voir plus parce que del Toro étant un grand fan de monstres, aller voir le studio mythique qui produisait les films de monstres, les Frankenstein et tout ça, c'était important pour lui. Mais del Toro, en fait, on voit déjà très tôt en fait que c'est quelqu'un assez droit dans ses bottes qui a vraiment une vision une vision d'auteur du cinéma. C'est quelqu'un qui tient en fait à ses films. Ses films sont vraiment des œuvres à part entière. Et après Chronos, del Toro, il partira aux États-Unis pour réaliser un film un peu compliqué qui s'appelle Mimic. On reste toujours dans le domaine de l'horreur, du body horror, quelque chose qui est très propre au début du cinéma de del Toro. Et Mimic, c'est un film qui sort milieu des années 90 et qui est notamment
produit par les frères Weinstein. Alors, les frères Weinstein, aujourd'hui, on les connaît beaucoup, notamment pour certaines affaires judiciaires. Et déjà à l'époque, c'était des personnes avec qui il était très très compliqué de collaborer et de travailler. Mimic, c'est un film de monstres, c'est un peu un film de série B sur des espèces de cafards mutants qui se cachent dans les égouts de New York et qui capturent des gens et essayent petit à petit en fait de gagner la surface, se mêlent à la surface via tout un processus d'évolution que vous découvrirez si vous regardez le film. Et c'est un film un peu de monstre, un peu bizarre, et surtout un film qui marque énormément Del Toro pour une production extrêmement compliquée, notamment à cause de Harvey Weinstein. Del Toro sera même viré pendant le tournage du film, avant que Mira Sorvino, qui joue l'actrice principale, fasse pression pour que le réalisateur avec qui elle était très attachée soit réengagé. Mais le film ne se passera vraiment pas bien, ça ira jusqu'à Harvey Weinstein qui, en salle de montage, interviennent et transforment le film en espèce de film extrêmement mal monté, un peu n'importe quoi. Un film que Del Toro reniera. Pendant longtemps, il ne voudra plus entendre parler de ce film. La seule bonne chose qui découle de Mimic, c'est en fait que Del Toro, ça va le pousser à revenir un peu à ses racines et aller préparer un film plus petit, un film indépendant, un film beaucoup plus intéressant qu'il va réaliser en Espagne, qui s'appelle Les Chines du Diable. Alors, Les Chines du Diable, c'est un film qui est produit notamment par Pedro Almodóvar et son frère via leur société de production. C'est un film qui se passe pendant la guerre civile espagnole, une période très compliquée de l'histoire de l'Espagne, qui est importante pour Guillermo del Toro. Il faut savoir que c'est un réalisateur mexicain, mais que ses deux parents sont d'origine espagnole. Et donc, lui, l'histoire de l'Espagne, c'est quelque chose qui lui est très cher. Et en fait, il va se servir de ce contexte historique pour proposer un film de fantôme. Il va faire appel dans ce film à Federico Lupi, qui était déjà l'acteur principal de Chronos, et va proposer un film de fantôme qui n'est pas tellement un film à propos de fantômes, mais plutôt un film à propos de vengeance, à propos de la perte de l'innocence, avec tout un groupe d'enfants qui sont les personnages principaux de ce film, avec d'autres thématiques, la thématique de l'horreur, des thématiques sexuelles aussi, qui sont propres et qu'il réinstiguera dans certains de ses films. Et c'est un film qui va beaucoup marcher, c'est un film très intéressant. Pour moi, je pense que c'est un de mes films préférés de Del Toro et je vous invite vraiment à aller le voir. C'est un film qui est vraiment très intéressant. Si vous n'aimez pas trop les films d'horreur, vous pouvez y aller assez facilement parce que c'est pas tellement un film qui est effrayant en tant que tel. C'est un film qui utilise plutôt l'horreur pour dénoncer en fait les affres de la guerre civile et tout ça. Et c'est un film qui vraiment est fantastique à voir, qui je trouve au niveau de la lumière, de l'image, des idées de mise en scène, c'est un film qui est vraiment très très maîtrisé et Del Toro arrive à faire un travail qui est incroyable sur ce film. Et les acteurs dedans sont tous vraiment très très bien dirigés. Il y en a qui nous glacent le sang par rapport à certains de leurs propos ou de leurs comportements, n'est-ce pas Jacinto? Les Chines du Diable, ça va être un peu le retour en force de Del Toro avec un film qui était quand même un film indépendant, qui était un beaucoup plus petit film, mais Les Chines du Diable, c'est un film qui va lui permettre d'avoir certaines portes qui vont s'ouvrir à nouveau aux États-Unis, et ça va être le début de la carrière internationale, enfin plutôt américaine, de Del Toro, avec des films comme Blade 2 ou encore Hellboy. Alors pour ces films, je te laisse nous en parler, mon cher Max. Et oui, effectivement, tu disais, Mimic avait déjà, était déjà, on va dire, une espèce de baptême du feu et une première porte qui se referme pour Del Toro, malgré le succès critique de son premier film, Chronos. Mais il aura su se relancer avec Les Chines du Diable, sorti en 2001, comme tu le disais, qui préfigure tout l'âge d'or du cinéma fantastique espagnol des années 2000. Mais ça, on en reparlera aussi avec un prochain film de Guillermo. Et donc, Blade 2, sorti en 2002, c'est un peu, je dirais, la facette de Guillermo qui va nous intéresser dans cette émission, avec cette ligne éditoriale qui est la nôtre. C'est-à-dire Guillermo, comme tous les grands cinéastes de cinéma dit de divertissement au sens noble du terme, pour en mettre plein, des Cameron, des Spielberg, etc. Il y a vraiment deux facettes. Il y a le côté plus intimiste, qu'on pourrait par exemple donner à Les Chines du Diable, un film comme Les Chines du Diable qui est beaucoup plus intimiste,
et une facette beaucoup plus, je dirais, geek. Régressive, je dirais. Régressive, ouais, effectivement. Même si, vous allez le voir, ce sont des films qui sont tout aussi personnels pour lui. Et on va commencer avec Blade 2. Donc suite du film de Stephen Norrington, donc adaptation du personnage de Marvel à l'époque où les droits de Marvel étaient éparpillés un petit peu partout et où on arrivait encore à avoir 2-3 choses intéressantes, on va dire. Et donc Blade 2, bah voilà, c'est un pur... comme Pacific Rim, hein, vous allez le voir, c'est un pur fantasme de geek, un pur film de geek fait par un geek pour des geeks, avec les influences vraiment multiples. C'est ça qui est fascinant aussi avec Guillermo del Toro, c'est que c'est vraiment un artiste multiple. Il va avoir des influences évidemment de cinéma classique, directement issues des films de la Hammer. On va avoir évidemment du jeu vidéo, de la Japanimation évidemment avec du Ninja Scroll, hein. Les combats dans Blade 2 c'est clairement directement du Ninja Scroll de Okawajiri. Voilà, c'est ce côté qu'on adore chez Guillermo, c'est ce côté geek ultime. D'ailleurs ses potes de l'époque, hein, ses amis mexicains, que soit Alfonso Cuarón ou Inarritu, je crois que c'était l'anecdote, c'est Inarritu, voilà, qui est plus habitué à un cinéma de festival, hein, qui l'avait appelé et qui lui avait dit mais pourquoi t'as fait cette merde, etc. Alors que le film est absolument génial, hein, absolument jouissif, voilà, à l'image de Chronos en fait, hein, mais de façon peut-être plus rentre dedans, qui est une relecture encore une fois du mythe vampirique via cette adaptation du comic book, et c'est voilà ultra spectaculaire, ultra jouissif, ultra gore, tout en gardant ça qui est assez génial, un humour sans mauvais jeu de mots assez mordant, et surtout une émotion qui transparaît, et ça peu importe la production de Del Toro, ça aussi quelque chose qui anime son cinéma, c'est vraiment toujours assez émouvant. Là, la relation notamment que va naître entre Blade et la fille du Seigneur des Vampires, avec cette séquence, si vous n'avez pas vu le film, que je ne vous spoile pas, qui est une séquence qui renvoie directement, encore une fois, à Ninja Scroll de Kawajiri, qui est absolument somptueuse et vraiment très mélancolique et très belle. Voilà, donc c'est la partie plus bourrine, plus régressive entre de grosses guillemets, parce qu'en termes de fabrication ça reste absolument génial. Et il va continuer dans cette voie-là, hein, avec encore une fois une adaptation de comic book, cette fois-ci comic book de Mac Mignola, à savoir Hellboy. Film peut-être un peu moins foufou que Blade 2, peut-être plus ancré, on va dire, dans une production, voilà, de studio plus classique, plus cadré, mais avec des idées visuelles absolument somptueuses. Là pour le coup, on sent qu'il a un peu plus de budget, même si ça reste, je crois pour l'époque, relativement soft. C'est-à-dire, je crois que lors d'une projection en avant-première, il y avait notamment Spielberg qui était invité, et Del Toro racontait qu'il avait pris entre 4 yeux et qu'il lui avait dit c'est quoi ton budget, et je lui avais dit mais je crois que c'était un truc dérisoire, c'était dans les 40 millions de dollars, quelque chose comme ça. Il dit mais tu te fous de moi, c'est pas ça le budget, c'est quoi ton budget? Il fait si c'est ça. Et c'est vrai qu'il a réussi à tirer d'un budget qui pour une production de ce type-là moindre, quelque chose d'absolument visuellement somptueux, avec un bestiaire absolument dingue. Là vraiment ils s'en donnent un cœur joie. Ce sera encore plus le cas dans la suite, Hellboy 2, où là c'est vraiment une orgie de monstres tirés de tous les folklores possibles et imaginables. Ouais, bah en plus quand tu connais un peu le comics et le travail de Mignola sur le comics, en fait Del Toro c'était vraiment la personne parfaite pour pouvoir essayer d'adapter à l'écran ce personnage et cet univers, tout en apportant sa touche personnelle, et c'est là en fait pour moi le génie du choix du réalisateur. C'était vraiment parfait, contrairement à ce qu'a été les autres films Hellboy après, qui sont beaucoup plus discutables. Ah oui, tout à fait, ouais, mais c'est vrai que pour le coup, il choisit bien ses projets, ou en tout cas il arrive sur les bons projets, parce que Mimic, hein, malgré le tournage compliqué, c'était la personne parfaite, hein, pour ce projet-là aussi. Vraiment, ouais, ces deux films, Blade 2, Hellboy, c'est vraiment la facette, vraiment de cinéma plus grand public, plus popcorn, dans laquelle s'inscrit, on va en parler, Pacific Rim aussi. Et suite après ça, du coup, sorti en 2006, il va revenir à un projet qu'on pourrait qualifier comme suite spirituelle de L'Échine du Diable,
production espagnole, ici encore une fois, Le Labyrinthe de Pan, qui est probablement l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Qui là aussi va se dérouler du coup pendant la guerre civile, juste après la guerre civile espagnole. Oui, c'est pendant les années franquistes. Absolument, du coup, qui vraiment peut être vraiment perçu comme une suite spirituelle à L'Échine du Diable et qui va, pareil, allier l'histoire de l'Espagne et vraiment des éléments tout simplement fantastiques par l'intermédiaire de cette petite fille qui va... Ça, c'est la grande question du film. S'imaginer ou non un univers fantastique. Et c'est vraiment un film sublime qui est assez classique d'un point de vue structurel. On va vraiment enchaîner les séquences centrées sur le contexte historique, sur la guerre, qui sont généralement assez violents, assez graphiques, et vraiment les séquences avec la petite fille qui va s'immerger dans cet univers fantastique avec ces créatures, là encore une fois un bestiaire absolument dingue. Donc structure assez classique, mais film absolument sublime, avec un cinéaste qui pour le coup est en pleine possession de ses moyens et va vraiment livrer l'un des chefs-d'œuvre de sa filmographie, clairement. Du coup, suite au succès critique et public, plusieurs Oscars, BAFTA et autres prix pour ce Labyrinthe de Pan, vraiment qui constitue un des monuments de la filmographie de Guillermo. Son retour sur Hellboy en 2008, Hellboy 2. Ce qui d'ailleurs va pas forcément plaire à Mac Mignola, mais on sent que vraiment Del Toro va se réapproprier vraiment l'œuvre de Mignola, ce qui n'était pas le cas dans le premier encore. On restait quand même assez fidèle au bestiaire de l'œuvre originale de Mac Mignola. Ça restait quand même une œuvre assez quadrillée, encore une fois, comme je disais, dans l'univers des studios. Et là, vraiment, Hellboy 2, il a eu le box-office avec le premier Hellboy, il a eu le succès critique avec le Labyrinthe de Pan. Et là, vraiment, il va totalement se réapproprier l'œuvre de Mignola, ce qui va effectivement pas lui plaire et ce qui va empêcher malheureusement Del Toro de faire son Hellboy 3, de terminer sa trilogie. Ouais, malheureusement, Mignola, c'est quelqu'un qui a un petit ego, voilà, qu'il faut pas trop froisser. Mais c'est vrai que il se vraiment réapproprie le truc et en vraiment y installant un bestiaire et un univers absolument d'une richesse absolument folle. C'est merveilleux. D'ailleurs, on va retrouver l'acteur qui jouait le méchant de Blade 2, cette espèce de vampire mutant qui va ici jouer le méchant de Hellboy 2. Donc il va retrouver ces acteurs qu'il aime bien grimer, tout comme Doug Jones. Qu'on retrouvera dans La Forme de l'eau. Absolument. Mais vraiment, un bon petit kiff Hellboy 2. Clairement au-dessus du premier, en termes d'idées formelles, en termes de bestiaire, vraiment il se régale encore une fois, c'est ce qu'on adore chez Guillermo, film de geek pour des geeks, on ressent vraiment à travers sa mise en scène un plaisir vraiment, il y a un plaisir communicatif, vraiment quand il réalise ce type de film un petit peu plus axé divertissement, au sens noble du terme, et c'est un régal absolu. Honnêtement, là, à part Mimic, qui est un peu bancal, effectivement, tous les films dont on vous a parlé, on vous les conseille, mais à 300%, c'est absolument génial. Des films un petit peu plus intimistes, à la L'Échine du Diable ou Labyrinthe de Pan, ou au truc un peu plus régressif et bourrin, mais absolument géniaux, à la Blade 2 ou à la Hellboy. C'est absolument génial. Et tout ça nous amène évidemment au film qui nous intéresse aujourd'hui, Pacific Rim. Mais avant ça, pas trop vite, doucement cowboy, la vie n'est pas aussi simple pour ce cher Guillermo Del Toro. Comme j'en avais un peu parlé plus tôt dans le podcast, Del Toro c'est quelqu'un qui est habitué à avoir beaucoup de projets abandonnés. Il y a une page Wikipédia en anglais qui est dédiée à tous ces projets abandonnés. Je vous invite à aller voir ça, il y a beaucoup de choses, mais notamment entre Hellboy 2 et Pacific Rim, Del Toro va s'intéresser à 2 projets sur lesquels on va revenir très rapidement. Déjà, en 2008, Del Toro, il va s'associer à un projet qui lui tient assez à cœur, c'est le projet The Hobbit, qu'il est censé écrire et réaliser. Et là, vous vous dites, bah non, mais c'est pas lui qui l'a fait, The Hobbit, c'est ce bon vieux Peter Jackson. Bah oui, effectivement, c'est ce bon vieux Peter Jackson, mais au début, c'était Del Toro qui était attaché au projet, qui avait commencé à beaucoup travailler dessus. Il avait fait déjà un premier jet du scénario, il s'était beaucoup impliqué dans la production, dans le développement de l'univers et tout. Il essayait de faire quelque chose d'assez différent en fait à la trilogie Seigneur des Anneaux,
Mais le problème, c'est que Del Toro, à cause de certains problèmes de retard par rapport au studio de la MGM, des refus de validation artistique, Del Toro va tout simplement quitter et partir du projet. Et au final, Jackson va revenir en tant que sauveur pour nous pondre cette trilogie qui existe. Voilà, pas de jugement qualitatif sur la trilogie The Beat de Jackson. Elle a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et Del Toro va décider de s'intéresser à un projet qui lui tient beaucoup plus à cœur, un projet de longue date qui est l'adaptation des Montagnes hallucinées de Lovecraft. Alors on n'en a pas encore parlé. H.P. Lovecraft, c'est une source d'inspiration pour Del Toro assez importante et assez énorme. C'est un auteur auquel il s'identifie beaucoup pour tout ce qui est de la création de l'imaginaire de Lovecraft, pas du tout pour ses opinions politiques, ça on n'en parlera pas dans ce podcast. Et c'est quelqu'un qui l'inspire beaucoup, et Les Montagnes hallucinées, c'est un projet qu'il a vraiment envie de porter. Il va décider de se plonger corps et âme dans ce projet, et c'est un projet qui va plutôt bien avancé au début des années 2010, il faut dire. Il arrive à convaincre James Cameron d'être le producteur du film. Il faut savoir que James Cameron et Del Toro sont copains comme cochons, et c'est pas peu de le dire. Petite anecdote, si vous ne la connaissez pas, pendant la production, ou juste avant la production de Mimic, le père de Del Toro s'était fait enlever et kidnapper par un cartel mexicain. Del Toro avait du coup dû fuir et immigrer aux États-Unis, au Texas, et c'est James Cameron qui l'aidera à faire libérer son père en négociant directement avec le cartel et en payant la rançon. Voilà, James Cameron, il est un peu à l'image des héros de ses propres films. Et du coup, ils entament une très très longue amitié, qui est toujours le cas aujourd'hui. Il rentrera du coup dans la production des Montagnes hallucinées. Et les deux réussiront même à convaincre Tom Cruise de participer au projet et d'être l'acteur principal. Donc les trois gaillards s'attaquent du coup à la concrétisation de ce projet. Del Toro réussit à convaincre Universal de valider un budget de 150 millions de dollars, un budget quand même conséquent pour l'époque, pour surtout un film d'horreur qui n'est pas censé bien se finir, un film qui devrait être rated R, donc interdit aux jeunes de moins de, je sais plus si c'est 17 ou 18 ans non accompagnés d'un adulte aux États-Unis. C'est un film qui n'a pas d'happy end, c'est un film qui est très dur et avec beaucoup d'horreur psychologique. Del Toro est en repérage pour des décors, je crois en Alaska, en hélicoptère, alors qu'il reçoit un coup de fil. Et le problème, c'est que le studio vient de se débiner. Le budget est trop haut et le rated R est trop audacieux, et le studio prend peur en fait. Ils pensent qu'ils n'arriveront jamais à vendre le film et que le film sera un échec. Du coup, le projet est tout simplement annulé. Tout le travail qui a été fait ici est mis à la poubelle. Del Toro est un peu dépité, mais en parallèle, il va commencer à s'intéresser à un autre projet, qui est le projet qui nous intéresse aujourd'hui, Pacific Rim. Il faut savoir que Del Toro n'est pas du tout à l'origine de ce projet qui est Pacific Rim. Le projet Pacific Rim, il est mené dans un premier temps par Travis Bicham, désolé si j'écorche la prononciation de ce cher monsieur, scénariste du coup à Hollywood, qui va développer l'idée de Pacific Rim et qui va réussir à la vendre à Legendary Pictures. Le projet va très vite commencer à être développé, et Guillermo del Toro va très vite être amené au projet pour essayer non pas de réaliser le film, mais pour essayer d'aider la production à trouver des idées, à développer cet univers et tout ça. Del Toro va beaucoup s'impliquer, va trouver plein d'idées, et lui-même, de ce qu'il disait, qu'au moment où il travaillait du coup sur la pré-production de Pacific Rim, il commençait un peu à se dire c'est quand même un projet qui est bien sympathique, et ah là là, j'envie déjà la personne qui va réaliser ce film et pouvoir jouer avec tous ces monstres et tous ces robots. Quand le projet des Montagnes hallucinées va tout simplement être abandonné et annulé, Del Toro mettra tout simplement, je crois, 48 ou 72 heures pour réintégrer le projet Pacific Rim et prendre le rôle de réalisateur. Lui-même disait, le dimanche, le projet Montagnes hallucinées s'arrête. Le lundi, j'étais déjà au travail en train de préparer la réalisation de Pacific Rim. Petite remise en contexte aussi, Pacific Rim, sorti en 2013, c'est une date finalement plus importante qu'il n'y paraît dans le cinéma de divertissement, puisqu'on est pré-Monsterverse,
Spider-Verse, produit par Legendary, qui a produit aussi Pacific Rim, et on est vraiment en face de la première vraie trace d'un genre adapté à la sauce occidentale, je dirais, qui est le kaiju Ega, qui jusqu'à présent, la seule trace à cette époque-là dont on avait de kaiju Ega, c'était les productions Asylum, évidemment, spécialiste frauduleux de série Z, que l'on connaissait notamment pour la série des Sharknado, et à qui on devait des films genre Giant Shark versus Mega Octopus, etc., et qui était en Occident la seule trace en fait d'affrontement de gros monstres de ce genre, effectivement directement originaire du Japon, le kaiju Ega. Alors le kaiju Ega, petite remise en contexte de ce genre purement japonais, mais pas vraiment, on va voir ça ensemble. Alors le kaiju Ega, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Kaiju, c'est tout simplement créatures géantes, ces monstres géants, et Ega, c'est les films donc les films de monstres géants. Le kaiju Ega, on date sa création à 1954 avec un certain film, mais en fait on remonte déjà des traces en Occident, le kaiju Ega étant inspiré des films de monstres ou des films d'aventure qu'on avait en Occident, avec comme par exemple King Kong en 1933, qui est la première vraie créature géante qu'on voit en tant que personnage principal d'un film. On peut aussi remonter aux années 20 avec des films comme Le Monde Perdu en 1925, si je ne dis pas de bêtises, et tout le travail qui a été fait par Willis O'Brien et Ray Harryhausen, des génies des effets spéciaux qui ont vraiment abouti à des techniques d'animation en stop motion assez incroyables à l'époque. Et en 1953 sort un film qui va rebattre un peu les cartes. Un film qui parle d'un monstre géant qui ressemble à un lézard géant réveillé par des essais nucléaires et qui détruira tout sur son passage et causera d'énormes dégâts sur une île que tout le monde connaît. I say there are things better left unsolved. Who knows what waits for us in nature's no man's land? Impossible, unbelievable, fantastic. But I tell you, it could happen. It could happen. It could happen. It could happen. Yes, it could happen. For various authorities believe that buried somewhere under the polar ice cap, in a state of suspended animation, are the awesome creatures, the leviathans that roamed the earth at the dawn of time. And under certain conditions, a nuclear explosion could free one from his icy tomb. Then, guided by instinct, the beast would come back to the caverns of the deepest Atlantic where it was spawned. An armored giant, wreaking his prehistoric fury on modern man and his puny machines. Cities would be terrorized by the cruel intruder from the past. Populations crazed and panicked with fear by its destructive force. Granite and steel would crumble. Soldiers and their weapons would be powerless before the onslaught of the beast. The beast. The beast. The beast from 20,000 fathoms. Herald Square, 34th Street, Broadway. Every section of the city is guarded. No one knows where the monster will strike next. Et oui, c'est le monstre des temps perdus. Et oui, et pas Godzilla. Oui. En fait, il se trouve que le premier monstre géant issu d'expérimentation nucléaire, plus ou moins, ce n'est pas Godzilla, c'est le monstre des temps perdus, un film un peu français, car réalisé par Eugène Laurier, Cocorico. En fait, les kaiju, ça vient bien de chez nous, si on veut. Et en fait, c'est un film qui est vraiment dans la tradition des films de monstres américains et des films d'aventure, et qui va inspirer énormément certaines personnes à la Toho, notamment Tomoyuki Tanaka, producteur, qui découvre ce film sur un vol en revenant d'Indonésie, qui va l'inspirer pour faire sa propre version, une version japonaise. Il engagera le scénariste Shigeru Kayama pour produire un scénario, il engagera Ishiro Honda pour réaliser ce film, et Eiji Tsuburaya pour se charger des effets spéciaux. En 1954, sort sur les écrans Godzilla, ou dans son appellation originale, Gojira. Godzilla, c'est
un peu plus quand même que juste une contrefaçon ou un remake japonais du monstre des temps perdus. Ça change beaucoup déjà les techniques d'effets spéciaux. On n'est plus dans du stop motion, on est dans quelqu'un qui se cache dans un costume. Mais la gestion du monstre et son animation est très différente et les thématiques n'ont pas du tout la même portée puisque Godzilla, ça cristallise en fait les peurs de Hiroshima et de Nagasaki qui ont eu lieu quelques années juste auparavant en fait. Godzilla, c'est un film qui va être très important pour la Toho, pour le cinéma japonais et un peu pour le cinéma mondial, et qui va lancer le genre du kaiju Ega. Après Godzilla, on va avoir un bon nombre de films de monstres. Tout simplement, on va pas les lister parce qu'il y en a tellement. Juste à la Toho, des années 50 aux années 70, on compte presque 40 films de kaiju qui ne sont pas forcément à chaque fois des films Godzilla, même si il revient souvent. On a même le premier crossover Godzilla versus King Kong qui est produit dans ces années-là. Et d'autres studios vont aussi essayer d'apporter un peu leur édifice, leur grain mood dans ce genre, notamment la Daiei qui va créer Gamera, une espèce de pendant de Godzilla, mais c'est là, ici, ce n'est plus une espèce de gros lézard, c'est une tortue, et qui va être un peu différent puisque Gamera c'est plus pour créer une icône auprès des enfants et le genre du kaiju Ega va vraiment se développer à foison et existe toujours encore aujourd'hui. On peut parler par exemple, on pourrait citer le film Godzilla Minus One qui est sorti il y a quelques années, dont la suite devrait sortir cette année si tout va bien. Le kaiju Ega, donc, c'est un genre prolifique qui va avoir du mal à s'exporter à l'international et aux États-Unis, même s'il y aura eu une petite tentative du nom de Godzilla 98 de Roland Emmerich, qui n'est pas vraiment une adaptation de Godzilla, qui ressemble plus du coup au film Le Monstre des Temps Perdus, avec notre Jean Reno national au casting. Ça, on va pas trop en parler parce que c'est un film de Roland Emmerich. Est-ce qu'on a envie de parler de film de Roland Emmerich ? À jeun, non. Franchement, non. Après 3 litres de vodka, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être que ça peut être drôle. Et Pacific Rim, ça va tout simplement s'inscrire dans cet imaginaire, mais pas que. Oui, parce que si, effectivement, là, dans sa structure globale, Pacific Rim s'inspire directement des films de kaiju, le kaiju Ega, d'ailleurs, tu le disais bien, pour revenir très rapidement dessus, on parlait évidemment du film, souvent du film d'Eugène Laurier, un peu pour la blague, entre guillemets, et dire, voilà, Godzilla, effectivement, s'est inspiré de ça, oui, mais voilà, le kaiju Ega, ça a vraiment ses propres codes, sa propre structure, son propre langage. Voilà, c'est ces films de monstres japonais, et c'est clairement comme ça qu'a été pensé Pacific Rim, mais il y a un autre élément issu de la pop culture japonaise qui va s'imbriquer dedans et dont tu es absolument fan, Guillermo. On l'a dit, c'est le geek ultime. Vous avez sûrement déjà vu cette vidéo absolument hilarante où il est en visite au Japon et il est absolument dingue devant le Gundam géant qui s'anime. Voilà, c'est très drôle, je vous conseille d'aller voir ça sur YouTube. Voilà, c'est évidemment les mechas, les robots géants. Évidemment, là, il va s'en donner à cœur joie. Alors, on peut citer moult exemples, évidemment, issus du manga ou de la japanimation. On pourrait citer Pat Labor, voilà, que ce soit en manga ou ensuite adapté par Mamoru Oshii. Voilà, on pourrait citer Evangelion, pour revenir d'ailleurs sur Godzilla. Évidemment, le Godzilla 2016, Shin Godzilla, co-réalisé par Hideaki Anno, donc créateur d'Evangelion. Donc tout est lié, tout ça, tout ce petit univers est lié. Voilà, donc c'est cette culture-là, la culture de Guillermo del Toro. Tout va s'imbriquer, le récit de kaiju, les robots géants, évidemment, bon, on va citer, je viens de le citer, on va citer l'évident Gundam. Voilà, je sais que vous êtes très fan, vous, monsieur. Oui, j'ai une petite appétence pour ces robots de l'espace. Voilà, c'est vraiment tout un pan de la culture, de la pop culture japonaise qui vont se retrouver ici, mais réalisé par un Mexicain. Étant un immense cinéaste, évidemment étant un adorateur de cette culture-là, effectivement, étant extrêmement respectueux évidemment de cette culture-là, ça va donner un mélange assez savoureux, étonnamment homogène et cohérent pour donner une sorte
d'absolu du film de monstres et de robots, pour notre plus grand plaisir. Oui, tu parlais tout à l'heure de l'arrivée sur le projet de Guillermo suite à, malheureusement, tristement, ces projets avortés. On peut juste dire que sur cette production-là, et ça se voit, il a pu y mettre tout son cœur, n'est-ce pas, tout son âme, puisque on lui a laissé un petit peu carte blanche, puisque Thomas Tull, producteur et fondateur de Legendary de l'époque, qui était encore assez libre de ses mouvements, puisque en 2016, on en parlait en antenne, Wanda Group, donc conglomérat chinois, va racheter Legendary et ils vont lancer tout un tas de projets plus ou moins fumeux. Mais à l'époque, voilà, Thomas Tull, lui, c'est un immense fan de films de monstres. Là, encore une fois, tout se regroupe et donc tous ces fans de créatures gigantesques se mettent d'accord pour créer ce film de monstre ultime, et donc il laisse totalement carte blanche à Guillermo pour s'en donner à cœur joie un gros chèque, je crois que on est dans les 180 millions de dollars de budget pour réaliser vraiment ce fantasme de geek absolu. Oui, et ce qui est assez fou, c'est que on parlera plus tard des qualités de Pacific Rim, mais juste déjà, on peut déjà dire, et vous l'avez peut-être compris quand on en a parlé, c'est un film qu'on aime beaucoup et qu'on trouve assez réussi dans son genre et dans ce qu'il propose. Et on n'est pas sur un chef-d'œuvre quand même, et on sait déjà que souvent des chefs-d'œuvre sont issus de productions chaotiques. Ici, il n'y a pas de production chaotique, c'est peut-être pour ça que c'est pas un grand chef-d'œuvre. Le tournage se passe plutôt bien. Comme tu le dis, Guillermo del Toro a plutôt carte blanche, et je crois que ça va être même son film, le tournage, qui va être le plus rapide pour lui, où il dira que tout s'est assez facilement goupillé et qu'il n'y a pas eu besoin de retouches, de raccords, de gros reshoots après. Faut savoir que Del Toro, il a même eu la main libre sur son casting. On va parler un peu du casting. On a Charlie Hunnam qui arrive du coup en personnage principal, qui va jouer Riley Beckett. Alors Charlie Hunnam, c'était pas encore un grand acteur très connu du grand public. À l'époque, les gens le connaissaient principalement pour Sons of Anarchy, mais ça restait un acteur de télé. Et Del Toro, c'est ce qu'il voulait. Il voulait un acteur encore un peu jeune, un peu frais pour avoir ce personnage principal. Il y avait des histoires comme quoi Tom Cruise aurait pu jouer le rôle principal, mais que ça ne s'est pas fait parce que à cette époque, Tom Cruise était trop impliqué dans la franchise Mission Impossible. Et au final, c'est pas plus mal. Je crois que tu allais dire la scientologie. Mais... Aussi. Et à côté, on a aussi Idris Elba qui va jouer le Marshal Sticker je ne sais pas comment ça se dit vraiment, Pentecost. Idris Elba, avec son charisme légendaire. Rinko Kikuchi qui va jouer Mako Mori. On a aussi le pendant comique avec Charlie Day et Burn Gorman qui vont jouer un duo de scientifiques qui se tirent la bourre en tant que sidekick rigolo. Et Ron Perlman, le Ron Perlman qu'on voit dans quasiment tous les films de Del Toro, au final, qui ici jouera un rôle presque caricatural de Hannibal Shaw, avec son panache et sa tchatche propre. Petite anecdote, on a aussi Helen McLean qui fait la voix de l'IA du Gypsy Danger, donc le robot qui est contrôlé par Charlie Hunnam. Alors, Helen McLean, vous ne le savez peut-être pas, et pourtant vous avez peut-être entendu sa voix dans un jeu vidéo très connu, le jeu Portal 2, parce que c'est elle qui fait la voix de GLaDOS. Et Guillermo del Toro voulait absolument cette dame, cette comédienne de doublage, pour faire la voix du Gypsy Danger. Il ira même jusqu'à demander l'autorisation à Valve pour pouvoir l'engager, en ne voulant pas qu'il pense qu'il essayait de reprendre tout simplement la voix de GLaDOS. Et la production de Pacific Rim va se faire dans de très bonnes conditions. Le seul point de tension qu'il va vraiment avoir, ça va être à propos de la 3D. On est en 2013, on est encore dans cette grande période de chaque film doit sortir en version 3D et tout. On est après le Avatar de 2009 de James Cameron. Et il faut savoir que Guillermo del Toro, comme c'est un très proche de James Cameron, il sait comment utiliser la 3D et il sait surtout comment ne pas utiliser la 3D. Il sait que Pacific Rim, c'est un film qui n'est pas conçu pour être filmé en 3D. C'est un film qui n'a pas assez de profondeur dans ses scènes d'action pour que la 3D ait vraiment un impact qui soit percutant et intéressant. Donc il sera pas très enclin à tourner le film en 3D. Le film ne sera pas tourné en 3D. Il sera tourné en numérique avec juste une scène qui sera tournée en IMAX. Sauf que les producteurs se révéleront un peu insistants. Le film bénéficiera d'une conversion 3D. Alors, généralement, quand vous avez un film qui n'est pas tourné en 3D et qui est juste converti,
n'allez pas le voir en 3D, ça sert à rien. Ah oui, si vous voulez dégobiller votre petit-déj, c'est le meilleur moyen. Et du coup, voilà, à la fin, Guillermo del Toro, pendant la promo, c'est un bon réalisateur, donc il quand même dira oui, la 3D c'est assez sympa. En fait, il y avait des idées assez sympas. Tu sens que c'est plus par contrat qu'il dit ça qu'autre chose. Mais voilà, c'est vraiment le seul point de tension vraiment qui va exister dans ce film. Là, on va plus parler du coup du film en tant que tel, de ses thématiques, de son univers, parce que c'est un film quand même se révèle assez riche. On vous le disait, le film en fait tire ses inspirations du Japon, avec des films de kaiju qui sont eux-mêmes inspirés de films d'aventure plus occidentaux. C'est un réalisateur mexicain, c'est un film un peu international et ça se ressent dans son univers. Le film met vraiment l'emphase dans l'entraide entre tous les pays. On n'est pas dans un film où les États-Unis, grand sauveur blanc, va s'occuper de la menace monstrueuse. Non, c'est vraiment tous les pays qui vont s'allier pour mettre en commun leurs ressources, et ça va se ressentir dans le film, avec un film où l'essentiel de l'action va se passer à Hong Kong, où les différentes équipes qui pilotent des Jaeger sont de divers horizons. On a une équipe chinoise, on a une équipe russe, avec le sosie de Max dans le film. Je vous invite à aller voir les TikTok de Max et après regarder le film pour essayer de le retrouver. Et on sent vraiment cette volonté d'avoir un film international. On a Charlie Hunnam qui va faire équipe dans le film avec le personnage de Makomori, de Rinko Kikuchi. Ça arrive très vite, c'est pas un très gros spoil. On sent vraiment que ce film, pour un film américain, au final, il ressemble pas à tous les autres blockbusters américains qu'on a à côté. Et ça, c'est vraiment assez important et assez intéressant à noter. Bah oui, comme tu disais, de toute façon, c'est une production assez miraculeuse, on va pas se mentir. Je cherche, mais des productions comme ça de studio, j'entends, avec un gros chèque donné pour la fabrication du film et qui laisse, on va dire, plein pouvoir à son réal. J'avoue que ça ne se voit quasiment plus, je veux dire, les productions de James Cameron peut-être, voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu miraculeux. Tu disais que c'était pas un chef-d'œuvre entre guillemets, je suis assez d'accord, c'est-à-dire que le film est génial, c'est un vrai plaisir de nerd, un vrai plaisir de geek, mais effectivement voilà, il est limité, on va dire, par son concept même, son exercice de style même, puisque là où notamment sur les Kaiju Eiga, les Godzilla de l'ère Showa, donc de 1954, du premier Godzilla au Godzilla du milieu des années 70. Bon, un petit peu moins ceux des années 70 avec le fils qui est... le fils de Godzilla. Mais voilà, les premiers films en tout cas, on est évidemment sur quelque chose qui questionne sur le nucléaire, qui va questionner aussi sur l'occupation américaine. Voilà, il y a des thématiques évidemment sociétales, politiques, beaucoup plus complexes que ça, qui vont d'ailleurs jusqu'à Shin Godzilla, alors des thématiques qui sont évidemment tout autres, mais voilà, des thématiques pareilles, politiques, qui parlent du Japon en fait en lui-même. Et donc évidemment là on est sur Pacific Rim, sur un blockbuster estival, on est sur de l'exercice de style pur, et effectivement il y a des séquences qui sont génialissimes. On n'a pas parlé vraiment en détail, on va dire, de la mise en scène, mais tout le travail sur le gigantisme et sur les notions, les valeurs de plans et d'échelle sont absolument géniales. Du coup, ça donne des séquences absolument folles. Rien que cette séquence au début du film, no spoil, mais voilà, t'as ce grand-père et ce gamin sur la plage avec le Jaeger qui vient s'écraser sur la plage. Bon là, t'as un travail sur l'échelle qui est absolument monstrueux, et t'as des trucs assez fous évidemment dans tout le reste du film. Donc voilà, l'exécution est géniale. Effectivement, voilà, si on veut un petit bémol, voilà, effectivement, le film est limité par son exercice de style. C'est un véritable bonheur. Et souvenez-vous, pour les plus anciens, il y avait ce qu'on appelle de la couleur. Alors je sais aux esthètes fans de Christopher Nolan et autres Denis Villeneuve, ça va vous faire bizarre, mais à l'époque il y avait de la couleur, dans les films, et ça pète bien dans Pacific Rim, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à nos rétines. Oui, ça c'est vraiment, ça on ne peut que remercier le travail de son chef opérateur, Guillermo Navarro, qui vraiment propose une image qui est magnifique, qui est vraiment, qui a
dans la colorimétrie, c'est les tons de Del Toro qu'on retrouve dans d'autres de ses films, mais avec ces couleurs qui pètent, qui attirent l'œil et qui ressortent pour vraiment avoir un univers riche et tout. Le travail qui est fait notamment dans les ruelles de Hong Kong, avec tout ce travail sur les néons, moi je trouve ça c'est incroyable, c'est magnifique. Et chaque Jaeger a son design, a ses couleurs, a sa patte, ce qui donne vraiment un film vivant. Effectivement, bon, moi je suis pas autant détracteur de Nolan et de Villeneuve que toi, mais oui, c'est vrai que du coup Del Toro et Navarro ont vraiment fait un travail qui est absolument fou en fait sur ce film et sur son image qui vieillit pas aujourd'hui. C'est encore magnifique là, pour l'avoir revu il y a pas longtemps, il y a quelques jours. C'est vraiment superbe. Et tu sens que les artistes FX ont eu le temps de faire leur taf. Et ça se voit, et voilà, plus de 13 ans maintenant, après le temps passe vite, après la sortie du film, ça n'a pas vieilli d'un pet, quoi. Ça reste toujours aussi impressionnant en termes d'FX. Et voilà, et comme quoi, quand on laisse le temps aux gens. Ouais. Après, c'est pas n'importe qui s'est occupé des effets spéciaux. C'était ILM, donc Industrial Light and Magic, qui se sont occupés des effets spéciaux, des Jaeger et des Kaiju. Donc voilà, studio culte et reconnu, qui ont travaillé pour la première fois avec Del Toro pour ce film. Et il faut savoir qu'en plus, Del Toro, comme c'est quelqu'un qui vient des effets spéciaux, du maquillage, c'est quelqu'un qui vient des monstres, il aime beaucoup travailler avec des maquettes, avec du vrai. En fait, c'est pas quelqu'un qui est pour tout faire en numérique. Et il y a beaucoup de choses dans ce film qui sont faites. Les cockpits des Jaeger ont été construits, en fait, et pour avoir vraiment une immersion propre, une immersion complète, d'avoir ces acteurs qui sont dans le cockpit et qui peuvent au mieux se placer, jouer. Et ça, c'est formidable, parce qu'il y avait vraiment un travail de construction qui était dingue, et très ingénieux aussi sur le set, où il y avait une rue qui était construite, et en fait, il la réagençait pour faire différents décors et tout. Et il y a beaucoup d'ingéniosité. À une époque où il n'y avait pas d'IA, pas qu'il y ait de l'IA dans les films de Del Toro, on le sait, lui-même est très véhément par rapport à cette technologie. Mais Pacific Rim, c'est un film qui est là pour vous en mettre, comme tu le disais, plein les yeux, pour vous faire passer un très bon moment, mais qui quand même a des thématiques assez intéressantes. Alors, c'est un film, donc, comme je le disais, qui est très international et qui, en sous-texte, parle quand même de la résistance. Il faut savoir que la résistance, c'est un thème qui est assez cher à Del Toro, qu'il avait déjà travaillé en sous-texte dans Les Chines du Diable, qu'il a travaillé aussi un peu dans Le Labyrinthe de Pan. Et pour lui, souvent, dans plusieurs de ses films, les héros, ce ne sont pas les militaires, ce ne sont pas les soldats, ce sont les résistants. C'est eux, les vrais héros, qui peuvent combattre l'envahisseur et les invasions. Et ici, ça se ressent dans ce film. Pour mettre un peu plus de contexte dans l'histoire, il faut savoir que ce film, en fait, il va prendre comme point de pivot les nations qui vont commencer à jouer petite bite, et qui vont commencer à se dire que les Jaegers, ça coûte cher, et que faudrait peut-être réallouer les fonds pour faire d'autres choses. Des murs, un grand mur pour repousser l'envahisseur. Ça a une saveur tout autre aujourd'hui, du coup. En fait, les différents mondes vont arrêter le programme Jaeger et construire des murs qui seront des solutions plus temporaires, un peu utopistes, on a envie de dire, des murs qui pourraient arrêter les kaiju, alors que les kaiju, dans ce film, sont de plus en plus violents, sont de plus en plus forts. Et il y a une personne qui n'est pas d'accord avec ça, c'est le Marshal Pentecost, qui est joué par Idris Elba, qui va décider d'organiser une résistance, de prendre tous les Jaegers, de les ramener à Hong Kong et d'essayer de trouver une vraie solution définitive. Et en fait, dans ce film, on va pas suivre l'armée, on va pas suivre les GI, on va vraiment suivre la résistance des gens qui sont le dernier rempart de l'humanité pour essayer d'endiguer cette menace. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour un film de gros studio, parce que ça reste quand même Universal qui distribue le film, et Legendary, qui quand même, c'est un studio de cinéma. On a la patte de Del Toro qui surgit dans tout ça pour essayer d'avoir quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on a à côté. Et ça joue beaucoup, en fait, dans l'attachement qu'on peut avoir dans ce film, dans ces personnages qui sont... moi, je trouve très bien écrits et qui ont vraiment une importance. Et on n'a pas juste des personnages fades. Encore que le personnage de Charlie Hunnam, de temps en temps, on peut se dire, oui, c'est un peu un héros américain lambda. Oui, c'est vrai. Mais globalement, il y a quelque chose qui est assez fou là-dedans. Une autre
thématique que je trouve assez intéressante qui vraiment joue sur la construction de cet univers, c'est l'enfance. Il faut savoir que l'enfance, c'est une thématique qu'on a dans tous les films de Del Toro. Ça va de Chronos à Le Labyrinthe de Pan, ouais, même dans Mimic. Bah là, pour le coup, c'est une thématique qu'on voit pas trop dans ce film. Il n'y a pas vraiment d'enfant. La seule scène vraiment marquante avec une enfant, meilleure scène du film, peut-être. De quoi ? Meilleure scène du film, ouais, peut-être. Meilleure scène du film. Une scène très... tu sens que c'est... Si dans ce film devait y avoir une scène japonaise, ça serait ça. Bah, ça se passe au Japon, mais surtout que c'est vraiment réalisé comme si c'était un animé japonais ou un film de kaiju réalisé par des Japonais. La scène est assez impressionnante, qui évoque le passé du coup de Mako, une scène toute particulière qui est donc un flashback. Et c'est la seule scène où en fait on a vraiment une enfant et on a la thématique de l'enfance qui est traitée. En fait, dans ce film, ce qui est marquant, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'enfant. Et moi, j'ai un peu l'impression que Guillermo del Toro, il a pensé ça comme étant quelque chose à part entière, en montrant que on était un peu sur une humanité qui était dépassée et qui n'osait plus en fait de faire 2 enfants, parce que à quoi bon faire un enfant quand tu sais que y a un kaiju qui arrive après-demain qui a déjà réservé son repas du midi. N'a pas vraiment d'intérêt. Et en fait, à travers l'absence d'enfants, Guillermo del Toro en fait arrive à construire un univers qui est riche et qu'on s'y intéresse vraiment, a beaucoup de choses à raconter. Et moi, je trouve ça formidable en fait, parce que vraiment, à part la scène du flashback de Mako, t'as aucun enfant. Je crois qu'on en voit vite fait dans cette scène où Charlie Day est amené dans un bunker public, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est mis en avant, quoi. Mais mis à part, effectivement, il y a juste cette séquence-là, ce flashback avec Mako, enfant, mais même dans sans rentrer en profondeur dans le sujet, même dans les films suivants, la thématique de l'enfance, alors si on met mis à part le film d'animation Pinocchio, forcément qui est une adaptation de roman, mais mis à part ça, la thématique de l'enfance disparaît il l'utilise un peu différemment dans la forme de l'eau. Le personnage principal est un peu écrit comme une enfant en dehors de son monde, mais voilà, on va pas trop rentrer là-dedans, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a un peu changé après ça. C'est vrai qu'effectivement, il parle de lui, enfant, à travers ses personnages d'enfants, mais j'ai l'impression que à partir d'un moment il grandit et il se dit plus je vais faire des films que j'aurais aimé voir enfant, mais sans effectivement parler directement de son enfance à travers ses films. Je pense que ça pourrait presque être une partie de carrière, presque, je pense même, Chronos, Les Chines du Diable, Labyrinthe de Pan, pour moi c'est presque une trilogie informelle, hein, d'ailleurs, tellement les films se répondent et thématiquement sont liés. Et presque effectivement à partir d'un moment, à travers ce film ultra régressif finalement, il passait entre guillemets à l'âge adulte. C'est une version grand public de Del Toro qui fait ses films en Super 8 avec des figurines de la planète des singes. Parce que là, les figurines de la planète des singes sont remplacées par des robots et des monstres. Mais oui, c'est vrai que c'est ça. Pour des cinéastes qui sont avant tout des auteurs comme les Del Toro, ces films sont avant tout psychanalytiques. Hein. Et tu vois à travers l'évolution de ces films sa propre évolution avec ses marottes, ses thématiques qui lui sont chères. Mais oui, effectivement, c'est vrai que les personnages d'enfance sont en fait des décalques de lui-même et de sa vie. Et ouais, je te rejoins sur ce fait que c'est un peu c'est peut-être le film qu'il aurait voulu voir étant enfant. Ça, on n'en avait pas parlé, mais il faut savoir que Del Toro, c'était quelqu'un qui a découvert très jeune les films de kaiju, qui a découvert les films de kaiju. Alors, faut que je me rappelle, ça je l'ai pas noté, et j'aurais dû. Je crois qu'il a découvert ça donc au Mexique, parce que les films de kaiju coûtaient très peu cher, les droits étaient très peu chers, donc c'était facile de les acheter et de les diffuser. Il avait découvert ça, je crois qu'il était jeune, il était ado, ça devait être dans les années 70, quelque chose comme ça. Il avait pris son argent, le bus, pour aller voir tout seul les films dans un petit cinéma, un vieux cinéma type Palace, à moitié décrépit et tout. Il racontait que la première fois qu'il va voir un film de kaiju, c'était un diptyque, et les 2 films passaient. Au bout de quelques minutes, quelqu'un qui était sur le balcon au-dessus jette un verre qui était rempli de pisse. Le verre atterrit directement sur Del Toro. Il est recouvert de pisse. Il n'a pas bougé. Il est resté pendant tout le film il est resté sur place pendant toute la durée des films, tellement il était subjugué. Il est rentré du coup
donc avec des odeurs un peu compliquées. Il disait personne ne voulait s'asseoir à côté de moi dans le bus sur le chemin du retour. Mais voilà, ça montre à quel point c'est quelqu'un qui est fasciné et s'implique en fait dans ces genres qui lui plaisent tellement. Et là, pour le coup, le genre de kaiju. Si jamais les gens n'ont pas encore vu Pacific Rim, c'est quoi la raison que tu donnerais pour aller voir absolument ce film ? On en parlait effectivement, c'est la scène du flashback de Mako enfant qui synthétise, on va dire, tout l'exercice de style, enfin toute l'intention, on va dire, de Guillermo sur ce film-là, c'est-à-dire faire basiquement, on a une enfant qui se fait poursuivre par une créature, voilà, et tu as en même temps toute la puissance émotionnelle qu'il arrive à faire passer dans ses films, hein, même effectivement dans un film comme celui-ci, quand même très bourrin, faut le dire. Vraiment une scène qui est vraiment prend aux tripes, déjà parce que la gamine est excellente. La gamine qui sur cette séquence-là est juste géniale, et tout le travail en fait sur le gigantisme dont on parlait, qui est là. Totalement hallucinant, et ça qui est fou, c'est que vraiment la séquence est filmée à taille d'enfant, et ça décuple en fait le côté spectaculaire, et c'est vraiment la note d'intention du film, quoi, clairement, qui se traduit ici. Et voilà, voilà, c'est vraiment une scène emblématique du film, et qui traduit toute l'approche formelle de Del Toro dessus, quoi. Ouais, parce que tu ressens l'impact de cette scène. Elle est vraiment, c'est que de la mise en scène, mais de la mise en scène à la fois sur ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, puisque on ne voit à aucun moment on ne voit la créature. Et, comme tu disais, c'est film à taille d'enfant, donc tu la vois juste courir et essayer d'échapper à ce monstre. Mais la tension est incroyable, que ça soit par l'environnement, par les choix de cadrage et tout, et le jeu de la gamine qui prend au trip. Incroyable, jusqu'à la fin de cette scène, voilà, que vous découvrirez si vous allez voir le film, effectivement. C'est un très très bon choix de scène, je suis complètement d'accord. Ouais, du coup, toi, c'est quoi ta scène pour donner envie aux gens de voir ou de revoir Pacific Rim? Alors moi, ma scène, c'est une zone vachement plus bas du fond, mais qui est tout aussi bien réalisée. C'est cette scène qui est plus dans la deuxième partie du film, où on va avoir ce combat entre le Gypsy Danger et un kaiju, qui va commencer en fait à Hong Kong, dans la baie, le port de Hong Kong, et qui va commencer dans l'eau, mais qui va se poursuivre en fait dans la ville, avec ce monstre qui est pourchassé par le Gypsy Danger, qui prend des conteneurs pour lui balancer à la gueule, qui prend un bateau à même la main pour s'en servir comme épée ou comme matraque, et c'est une scène incroyable. On voit quelques extraits dans la bande-annonce. Si jamais vous allez voir la bande-annonce, vous pourrez voir un peu à quoi elle ressemble. Et je trouve que c'est une scène qui est incroyable, parce qu'il y a ce travail, comme tu le disais, sur le gigantisme, qui est fou. Je me demande même si c'est pas cette scène qui a été réalisée en IMAX, et qui est complètement dingue sur les échelles de plan, l'impact des mouvements. Ça, c'est un film de robot où je trouve que tout le travail sur le mouvement et la puissance et l'impact des coups marche à merveille. C'est extrêmement bien fait, et c'est même symbolisé à l'image par un moment où le Gypsy Danger arme son bras, va pour frapper le monstre, et le monstre esquive, et le bras commence à rentrer dans un immeuble jusqu'à s'arrêter vraiment, mais au millimètre d'un petit, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est balancier avec des petites billes en acier qui sont accrochées par des ficelles, et qui représentent une loi scientifique où quand on en tape une, c'est la dernière qui se balance, qui revient, qui refait balancer la première. Et du coup, on voit ces billes qui sont soufflées par l'impact du bras, et c'est toute la puissance dans un tout petit détail qui est fait, et je trouve que c'est ce genre d'idée en fait, de mise en scène, de réalisation, de travail, qui montre que Del Toro, c'est pas juste un yes man, c'est pas un faiseur, c'est vraiment quelqu'un qui pense son action, qui pense sa réalisation, pour nous montrer des choses à la fois impressionnantes, que ça soit dans le gigantisme ou dans l'infiniment petit, si on prend les échelles de ce film. Et je trouve ça formidable. Moi, c'est une scène qui, encore aujourd'hui, quand je la revois après avoir vu le film plusieurs fois, me souffle toujours, même en le voyant chez moi à la télé, alors que j'ai déjà vu plusieurs fois le film au cinéma. Je trouve que ça marche encore extrêmement bien. Petit point sur la musique. Alors, la bande-son est composée par Ramin Djawadi. Vous le connaissez peut-être, notamment, je pense que la BO qui l'a vraiment fait exploser, c'est la BO de Game of Thrones. C'est un protégé d'un compositeur que tu adores,
Hans Zimmer. Ouais, bien sûr. C'est Hans Zimmer qui avait découvert Ramin Djawadi et qui l'avait fait travailler déjà sur des bandes-sons assez importantes, notamment Pirates des Caraïbes, par exemple. Et Ramin Djawadi, c'est quelqu'un qui, très jeune, en fait, quand il était enfant, déjà avait les choses qu'il remarquait dans les films, c'était la musique, c'était la bande-son et comment faire transparaître des émotions et des idées à travers la musique. C'est un compositeur qui, aujourd'hui, quand même, est assez connu, fait beaucoup de choses, est assez talentueux. C'est pas mon compositeur préféré, mais je dois lui reconnaître un certain talent. Et ici, il va être engagé, ça va être la première fois qu'il va travailler avec Del Toro. Et il va proposer du coup une bande-son avec aussi un deuxième co-compositeur, on peut dire, en la présence de Tom Morello. Tom Morello, vous le connaissez peut-être parce que c'est le guitariste phare du groupe Rage Against the Machine, un groupe incroyable de rock metal, un peu rock metal rap même, un peu avant-gardiste avec Tom Morello et ses effets de gratte assez particuliers qui sont propres à lui, qu'il réutilise. Il a un son vraiment très particulier, Tom Morello. Si jamais vous n'avez jamais entendu ce qu'il a fait, allez écouter les albums de Rage Against the Machine, c'est incroyable. Et ici, il va apporter au travail symphonique de Ramin Djawadi une approche plus on va dire moderne, et en fait on va avoir des musiques qui sont un peu entre tradition et modernité, j'ai envie de dire, à l'image du Japon, mais vraiment il apporte vraiment un niveau supplémentaire dans les mélodies qu'arrive à proposer Ramin Djawadi, et il y a une bande son qui est vraiment incroyable et qui marche énormément, notamment avec ce thème principal qui... Ça se ressent et est vraiment un thème qui s'inspire du thème principal de Godzilla dans cette utilisation des cuivres pour donner cette impression vraiment de grandeur, de grosseur, d'impact, de quelque chose d'assez énorme qui arrive. Voilà, le thème de Pacific Rim, là, dont on vous a passé un extrait, et là on vous passe, voilà, pour vous situer un extrait du thème de Godzilla. Voilà, donc voilà, c'est un petit point sur la musique qu'il fallait noter, qui est quand même intéressante. C'est pas la musique, je pense, la plus incroyable dans un film de Del Toro, mais un thème qui quand même reste dans la tête une fois que vous l'avez entendu au moins une fois. Après ce film, il va se passer plein de choses. Del Toro va continuer sa carrière de réalisateur, mais il y a surtout, on va très 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 vite passer dessus, il y a un autre film qui va arriver, un nouveau Pacific Rim Uprising. Je te laisse nous en parler, mon cher Max. Voilà, si tu as quelque chose à dire sur ça. Oui, du coup, Pacific Rim Uprising, pourquoi, du comment, de ce projet, effectivement, on parlait tout à l'heure du rachat de Legendary Pictures par Wanda Group, donc ce conglomérat chinois en 2016, et donc Pacific Rim Uprising, c'est vraiment l'un de leurs premiers bébés, on va dire, un projet assez incompréhensible dans le sens, alors, à la base, ça devait être Guillermo del Toro qui était attaché au projet Pacific Rim 2,
à l'époque, mais finalement pas du tout. 5 ans plus tard, 5 ans après la sortie du premier film, qui a été un succès correct sans plus, au vu de son budget, qui n'a pas non plus été un carton énorme au box-office malheureusement. Il lance ce projet avec en tête d'affiche John Boyega, donc à la suite évidemment du relaunch de Star Wars avec l'épisode 7. Donc clairement ils veulent capitaliser là-dessus. Alors on retrouve toujours juste crédité en production Guillermo del Toro et Thomas Tull. Mais bon, voilà, l'implication doit être extrêmement minime. C'est juste histoire de toucher un petit chèque, je pense. On voit pas trop l'intérêt, puisque c'est vraiment une espèce de suite / presque remake, puisqu'on a vraiment la même structure en fait que le premier film, mais avec un cinéaste, du coup ici Steven S. DeKnight, qui se pose beaucoup moins de questions, on va dire, sur la mise en scène que Del Toro, sans que ça l'intéresse beaucoup moins, qui est un réalisateur de séries télé principalement. C'est pas forcément péjoratif, il y a d'excellents réalisateurs de séries télé qui donnent de bons cinéastes de long métrage, mais là non, on sent que voilà, il a été embauché pour une commande et que voilà, tout le travail génial de Del Toro sur le gigantisme et au-delà même de ça, enfin sa compréhension et sa connaissance des codes du film de monstres, du film de robots, sont plus là. Donc clairement, c'est un produit totalement générique et de toute façon, voilà, le film rapportera encore moins d'argent que le premier. C'est un divertissement pour la curiosité, si vous avez aimé le premier Pacific Rim, pour la curiosité, vous pouvez voir celui-ci, mais c'est vraiment un produit tout à fait quelconque, tout à fait générique, sachant qu'on va retrouver 1 ou 2 acteurs du premier film. On retrouve le personnage de Makomori, on retrouve le personnage de Gottlieb. Certains ne reviennent pas pour des raisons évidentes si vous avez vu Pacific Rim, d'autres ne reviennent pas juste parce qu'ils n'avaient pas envie. On sent un film qui est fait pour des intentions très différentes en fait, que ce soit la mise en scène, l'aspect des robots, la façon dont sont montrés les robots. Il y a un travail sur le gigantisme qui est très différent, voire qui n'est pas vraiment présent. On sent que c'est vraiment pour vendre des jouets. C'est un film, l'image, là pour le coup il y avait des couleurs, mais c'était ultra saturé, pas très agréable à regarder. En plus, alors moi j'ai pas vu le film, mais si j'ai bien compris, là au lieu que les kaiju viennent de la mer, du Pacifique, ils viennent du ciel, je crois. Il y avait pas un truc comme ça? Oui, c'est ça, mais je crois qu'ils mettent en avant des créatures plus volantes, etc. Non, mais oui, voilà, on sent que voilà, là où le premier film, ça avait beau être un blockbuster estival, était né d'une vraie envie artistique, là c'est pas du tout le cas. Du coup il y a évidemment, comme souvent dans ces cas-là, il y a beaucoup moins de recherche apportée à la mise en scène, à la photo, à la lumière, à toutes ces choses-là, quoi. Voilà, ils ont fait un produit, quoi. Voilà. Avant de se quitter, comme d'habitude, on va vous faire quelques recommandations. Si vous aimez Pacific Rim, on a des choses à vous recommander pour continuer à poursuivre l'univers, que ce soit de Del Toro ou des monstres et des robots. Pour ma part, je vais vous conseiller beaucoup de choses dans la littérature. Une fois n'est pas coutume. Si vous aimez Pacific Rim, je pense qu'il y a des choses qui pourraient vous plaire. C'est déjà le manga Kaiju numéro 8. Alors Kaiju numéro 8, c'est un manga qui marche énormément, qui est déjà très connu, mais si vous ne connaissez pas, un manga qui vient de se terminer en 14 tomes, si je ne dis pas de bêtises, qui n'est pas très très long. On va suivre, qui va se passer principalement au Japon, où les Kaiju, un peu à la Pacific Rim, ont émergé, commencent à tout détruire. Sauf que là, c'est pas des robots géants qui vont combattre les monstres, ce sont une espèce d'armée spécialement conçue, et avec de la technologie de pointe, des espèces de combinaisons armures, des armes surpuissantes. Et en fait, il y a plein de gens qui passent des tests pour faire partie de cette armée, mais tout le monde ne peut pas en faire partie parce que faut avoir des prédispositions. Et on va suivre un jeune homme, je crois qu'il a une trentaine d'années dans le manga, donc pour un japonais, un vieux croulant déjà, qui rêve de faire partie de cette force armée, mais qui a toujours échoué au test. Et du coup, il a trouvé un travail dans une entreprise de nettoyage qui s'occupe de quand un kaiju meurt, faut l'enlever des rues, donc faut le découper, faut cleaner et tout. Et donc il travaille dans cette entreprise jusqu'au jour où
une espèce de parasite un peu bizarre kaiju va le contaminer et lui-même va se transformer en une espèce de kaiju humain et va à partir de ça réussir à rentrer dans cette force armée. Il va se passer plein de choses. Le manga est génial et je vous recommande aussi très chaudement l'animé qui est complètement fou, qui est beaucoup plus accessible que le manga parce que y a un travail visuel pour un manga, un shonen d'action comme ça qui marche beaucoup mieux en animé. Il y a 2 saisons qui sont sorties et la 3e saison qui je crois sera la dernière est en cours de préparation et c'est vraiment incroyable. Je vous invite à aller binger ça sur je crois que c'est disponible sur Crunchyroll si je ne dis pas de bêtises. Donc le manga et l'animé, et sinon je vous recommanderais aussi Ultra Mega. Ultra Mega, là, c'est un comics, donc on est dans la partie américaine. Un comics de James Harren, publié chez Image Comics, est disponible en France en 2 tomes. La série est finie chez Delcourt. Alors, c'est un comics qui s'inspire beaucoup des kaiju, mais aussi du Super Sentai, qui est un autre type de production issue du tokusatsu. Tokusatsu, c'est tout ce qui est production audiovisuelle liée aux effets spéciaux en général. Donc, ça englobe le kaiju et le Super Sentai. Pour faire très simple, le Super Sentai, c'est les Power Rangers, c'est des séries en fait avec un groupe de héros costumés où chacun a une couleur. Power Rangers ne sont qu'une adaptation américaine des Super Sentai. Et donc ça mêle ces 2 univers dans un comics complètement fou où on suit des héros type Super Sentai qui affrontent des monstres géants. C'est un comics qui est magnifique. Le trait de James Harren est fou avec tout un travail très viscéral, mais dans le premier sens du terme, avec des tripes qui explosent à chaque page et tout, et qui est complètement génial. Un comics qui est je peux très difficilement vous présenter le synopsis parce que ça évolue beaucoup. Quand vous lisez le comics, quand vous commencez à vous dire « Ah, je comprends l'histoire », il se passe des choses et vous vous dites « Ah, je comprends plus l'histoire » et ça part dans des trucs absolument fous. J'ai pas lu la fin, le 2e tome, mais c'est un comics qui est vraiment génial. Et la dernière recommandation, c'est Kaiju Envahisseur et Apocalypse, l'âge d'or de la science-fiction japonaise. Un livre écrit par Fabien Moreau, donc un spécialiste du cinéma japonais, du cinéma de kaiju et tokusatsu en général, qui a écrit un énorme livre qui revient sur l'ensemble de la production de kaiju Ega. C'est un livre qui est disponible aux éditions Aardvark, dont on a déjà parlé dans d'autres podcasts. Alors, juste une info, le livre, c'est un énorme bottin, donc c'est un gros truc, mais c'est plus édité en physique, mais il y a encore l'e-book qui est disponible sur le site de l'éditeur si vous voulez aller voir. Alors c'est un budget, parce que je crois que l'e-book seul coûte 25 €, mais c'est vraiment, il y a beaucoup de choses, c'est un ouvrage qui est très complet, avec beaucoup de recherches, beaucoup de documentation, beaucoup d'images, donc c'est quelque chose de très intéressant si vous voulez en apprendre plus sur ce genre et cette production audiovisuelle japonaise, mais qui vaut vraiment le coup. Ouais, Maman Haroko aussi elle va être littéraire avec la lignée de Strain que vous connaissez peut-être sous ce nom-là puisque ça a été adapté en série télévisée, donc qui est une série de 3 romans. Donc, coécrit du coup par Guillermo del Toro et Chuck Hogan. Chuck Hogan que vous connaissez peut-être parce qu'il a notamment écrit The Town, qui a ensuite été adapté par Ben Affleck au cinéma, et qui est tout simplement qui s'inscrit totalement finalement dans la filmo en fait de Guillermo, puisqu'il s'agit d'une relecture du mythe vampirique, cette fois-ci par le biais d'un virus, qu'on peut tout à fait relier ce film-là, à Chronos, à Blade 2, toutes ces incursions vraiment de près ou de loin dans le mythe vampirique, avec l'histoire d'un Boeing 777 qui arrive sur le tarmac de l'aéroport de New York, et il s'avère que tous les gens à l'intérieur sont morts, contaminés visiblement par une espèce de maladie dont on ignore tout. Et on va découvrir effectivement que c'est un moyen pour les vampires de contaminer un petit peu toute la race humaine, etc. Que vous avez 3 romans, du coup, La Lignée, le premier tome, La Chute, le second, et La Nuit éternelle, le 3e. Alors ça a été, comme je le disais, adapté en série télévisée par Chuck Hogan et Guillermo del Toro eux-mêmes. Alors moi, je n'avais vu que quelques épisodes, j'avoue pas avoir été totalement séduit, en tout cas pas avoir totalement retrouvé l'ambiance des bouquins, mais de ce que j'en ai vu et lu,
visiblement, c'est une série qui est tout à fait sympathique. En tout cas, pour ma part, je vous conseille principalement les romans. C'est 3 tomes, c'est pas long. Si vous vous intéressez évidemment au mythe du vampire et même aux adaptations et aux réinterprétations qu'en a fait Guillermo, vraiment, ça s'inscrit complètement dans cette continuité-là. Et c'est vraiment très chouette, ça se lit très facilement. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'il a fait appel à un gars comme Chuck Hogan, quoi. Voilà, un écrivain efficace, qui a un style direct. Voilà, et vous allez passer un très bon moment. Et bien sûr, on vous recommande aussi l'ensemble de la filmographie de Del Toro si vous ne connaissez pas. Donc, on a parlé de plusieurs films, de Chronos, de Hellboy, de Blade 2. On s'est arrêté pour sa filmographie, on n'a pas parlé de La Forme de l'eau, de Crimson Peak, Nightmare Alley, Frankenstein, plus récemment encore Pinocchio. Mais l'ensemble de sa filmographie reste quand même très intéressante. Moi, si je devais en choisir, je vous conseillerais surtout L'Échine du Diable, je pense, et La Forme de l'eau, qui sont ces films que je préfère, même si j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait dans un registre plus geek et régressif comme Blade 2, Pacific Rim. Mais toi, je sais pas c'est quoi vraiment s'il y avait un ou deux films à voir de Del Toro. Vraiment le diptyque qui peut même se transformer en triptyque si on prend Chronos dedans, mais le diptyque L'Échine du Diable, le Labyrinthe de Pan, je crois que c'est vraiment ses chefs-d'œuvre, surtout le Labyrinthe de Pan. Pour moi, il n'a pas fait mieux depuis, même s'il a fait d'autres choses excellentes. Et évidemment, je dirais aussi Blade 2, c'est vraiment film complètement dingue, post-Matrix, Japanimation, jeux vidéo, numérico, effectivement, qui baigne complètement dans son jus début des années 2000, mais qui est absolument génialement régressif, avec un humour noir absolument délectable, qui jalonne le film. Wesley Snipes, évidemment, à son prime. Je dirais principalement L'Échine du Diable, Labyrinthe de Pan, mais on sait que pour nos petits cancres du fond, Blade 2, ça déchire. Et voilà, c'était notre épisode sur Pacific Rim de Guillermo del Toro. On espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé de voir ou de revoir ce film qu'on trouve vraiment très, très cool et assez important dans le paysage cinématographique américain. Pour le prochain épisode, contrairement à la dernière fois, on ne va pas tirer de film sur notre roulette magique. On vous le dit direct parce que le mois prochain ressort en Blu-ray 2 films qu'on aime beaucoup, chez un éditeur qu'on aime beaucoup. Il s'agit des films Crows 0 de Takashi Miike qui ressortent du coup en Blu-ray chez Roboto Films. Donc pour accompagner la sortie de ce film, on a décidé de préparer un petit podcast sur ces petits bijoux d'adaptation, de plus ou moins d'adaptation de manga. On vous retrouve du coup début mai pour parler de ça. J'espère qu'on aura beaucoup de choses à dire, mais ça j'en doute pas. Toi, Crows 0, ça te sauce ? Ça a été un gros choc. À l'époque, j'étais jeune et insouciant. Quand j'ai découvert ces films, c'était incroyable, hâte de les redécouvrir. Ça va être la première fois qu'on va parler de Takashi Miike. Et il y a des choses à dire. Il y a sûrement beaucoup de choses à dire. Donc voilà, on vous retrouve du coup, début mai pour ça. Et on vous souhaite sinon de bons visionnages. Salut.